Perché au milieu des Alpes, la Suisse est un pays atypique, plein de contrastes, partagé entre Zurich, Berne, Bâle ou encore Genève. Sa culture est très variée, des montres au fromage en passant par le chocolat, ses châteaux et ses 4 langues officielles. Pays de sport, la Suisse a produit de nombreux championnes et champions, Simon Hamann, Vreni Schneider, Dario Colonia, Fabian Cancellara, Martina Higgins, Stan Wawrinka et bien sûr Roger Federer. Et bien sûr, la Suisse est un pays de foot qui a notamment marqué de son empreinte l'Euro 2021 en éliminant les champions du monde français. Euphorique, la Nati peut-elle jouer les troubles fêtes lors de la Coupe du Monde en fin d'année? C'est ce qu'on va voir dans Destination Coupe du Monde épisode 4, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, je suis très content de vous retrouver pour ce 4e épisode de Destination Coupe du Monde où on va parler de la Suisse. Et avant toute chose, je tiens à remercier 2 personnes, Elias Bailiff et Football Therapist, qui m'ont beaucoup aidé dans la préparation de cette vidéo, notamment sur la place du foot en Suisse et l'équipe qui devrait se rendre en Coupe du Monde à la fin de l'année. Je vous mets à chaque fois le lien de leur Twitter et surtout de leur chaîne YouTube, puisque les deux ont des superbes chaînes YouTube que je vous recommande vivement. Et nous, on va passer directement à la présentation de la Suisse, donc qui est un petit pays d'Europe souvent connu pour sa neutralité de 41 000 km² que se partagent 8,6 millions d'habitants dans 26 cantons différents. Ses frontières sont nombreuses avec notamment la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche ou encore le Liechtenstein, et sa capitale n'est pas Zurich mais bien Berne. Le football arrive en Suisse dans les pensionnats en 1855, mais il faut attendre 40 ans plus tard pour la création de la Fédération Suisse de Football, donc en 1895, et le premier match officiel a lieu 10 ans plus tard contre la France, le 12 février 1905. La Suisse dispute sa première compétition internationale en 1924 dans le cadre des Jeux Olympiques, et alors qu'ils ont recruté pour la première fois des entraîneurs et qu'ils s'attendaient à une élimination rapide, à la surprise générale, la Suisse va atteindre la finale en éliminant notamment la Suède en demi-finale de buts à 1. Il y a même le journal Sports qui va apparemment lancer une collecte de fonds pour financer les coûts supplémentaires de la sélection. Finalement, ce sera une défaite 3-0 face à l'Uruguay en finale, mais un très beau parcours qui ne sera pas renouvelé 4 ans plus tard en 1928 avec une élimination d'entrée. Tout s'accélère pour la Suisse à partir des années 1930, s'ils sont absents de la première édition de la Coupe du Monde en Uruguay. Ils vont d'abord accueillir le siège de la FIFA en 1932 à Zurich et ça n'a plus bougé depuis. Et en 1934, ils vont participer à leur première Coupe du Monde qu'ils vont terminer en quart de finale, ce qui est déjà un bon résultat face à la Tchécoslovaquie. Résultat similaire en 1938 puis en 1954, des éliminations en quart de finale. Il faut noter que la Coupe du Monde 1954 se déroulait en Suisse justement. La seconde moitié du XXe siècle est un petit peu plus difficile pour la Suisse en Coupe du Monde puisqu'il n'y a que 3 participations entre 1958 et 2002 inclus. Par contre, au début du XXIe siècle, il y a une vraie embellie pour la sélection suisse, mais un plafond de verre si je puis dire, c'est les 8e de finale puisque ils vont faire la Coupe du Monde 2006, 2010, 2014, 2018 et si on enlève 2010 où ils sont éliminés en poule, ils ne vont jamais réussir à passer les 8e de finale dans des scénarios parfois un petit peu cruels. En 8e de finale en 2006, c'est une élimination au penalty, une élimination contre l'Argentine en 2014 et surtout une élimination un peu frustrante face à la Suède en 2018 alors qu'il y avait un vrai potentiel de faire au moins des quarts de finale. Petite anecdote, en 2018, il y avait eu un fameux match Suisse-Serbie qui était assez politique, remporté par la Suisse 2-1, où on avait notamment eu Xhaka et Shaqiri, qui ont des origines albanaises kosovares, faire un signe d'aigle bicéphale, qui est le logo de l'Albanie, alors qu'on sait que la Serbie est très opposée à l'Albanie et au Kosovo. Cette année donc, la Suisse s'est qualifiée pour sa 12e Coupe du Monde de son histoire, en sortant d'un groupe qui n'était pas forcément facile en Europe, c'était le groupe C, où il y avait notamment l'Italie, mais ils ont fini devant les Italiens qui ne participeront pas à la Coupe du Monde avec 5 victoires et 3 nuls, aucune défaite. Avant de vous parler de l'équipe, un petit peu vous parler de la place du foot dans le pays et des spécificités, notamment au niveau linguistique, puisqu'il y a 4 langues nationales en Suisse, le français, le suisse-allemand, l'italien et le romanche, et ça pose un petit peu des problèmes de communication dans l'équipe, puisque les joueurs viennent de cantons différents, et donc des fois ont des petits problèmes de communication. Apparemment, de ce que me disait Elias, c'est notamment difficile pour les francophones qui ne parlent pas suisse-allemand, et quand en plus on rajoute un Petkovic qui parlait italien, certains admettaient même ne rien comprendre aux tactiques un petit peu improvisées sur le terrain. Bref, c'était un défi linguistique assez intéressant. Au niveau de la place du football en Suisse, elle est très importante, même si le ski c'est le sport national, le sport roi, ça reste le football. Par contre, on peut noter un des intérêts un petit peu plus importants en ce moment pour le championnat national. Les supporters suisses s'intéressent de plus en plus au championnat étranger, mais il y a un engouement qui est un petit peu limité, notamment sur la partie francophone, où on a des stades de 30 000 places qui sont très peu remplis, notamment à Genève, à Lausanne ou encore à Bâle. Par contre, il y a d'autres villes dans le pays, comme à Berne, avec les Young Boys qui fonctionnent très bien, ou encore à Saint-Gall, où les stades ont de très belles ambiances.
Allez, on va passer maintenant à l'équipe qui devrait se présenter en Coupe du Monde à la fin de l'année. D'abord, vous parlez de Petkovic, qui est plus sélectionneur maintenant, mais qui a fait beaucoup de bien à la sélection, qui l'a notamment emmené en quart de finale de l'Euro l'année dernière. Depuis donc quelques temps maintenant, c'est Murat Yakin qui l'a remplacé. Donc Yakin, c'est un ancien footballeur helvético turc de 47 ans, qui a notamment joué en Allemagne, en Turquie ou encore en Suisse, notamment au FC Bâle jusqu'en 2005. Depuis, il a entraîné pas mal de clubs suisses et maintenant il est sélectionneur de la Suisse. Du coup, au niveau de l'équipe, on risque de partir sur un 4-2-3-1, éventuellement un 4-3-3, avec des joueurs qui sont principalement dans le championnat allemand ou le championnat italien. Dans les cages, il y a bien sûr Jan Sommer, le gardien de Mönchengladbach, qui a encore sorti un match exceptionnel face au Bayern très récemment. Dans la défense ensuite à droite, ça sera sûrement Widner de Mayence, même si Mbambu pourrait lui prendre sa place. En défenseur central, Akanji de Dortmund devrait être associé à Elvedi de Mönchengladbach. Il y a également Fabian Schär qui pourrait prendre une place à voir. À gauche, normalement, c'est Rodriguez du Torino. Ensuite, en milieu défensif, on a bien sûr Xhaka, la tour de contrôle d'Arsenal. Et il y a un débat à gauche entre Zakaria et Freuler qui évoluent tous les deux dans le championnat italien. Zakaria à la Juventus et Freuler à l'Atalanta. Zakaria revient d'une longue blessure avec la Juventus. Il pourrait être un très bon super sub. Il y a également So qui peut être intéressant en remplaçant. Devant, donc, il y a 4 places pour pas mal de joueurs. À droite, normalement, ça devrait être Renato Steffen de Wolfsburg. Shaqiri peut également jouer à droite, mais a priori, il est plus intéressant en numéro 10. Donc Shaqiri qui est passé par la Ligue 1 l'année dernière, mais qui maintenant joue à Chicago. En 9, normalement, ça devrait être Mbolo, le joueur qui vient d'arriver à Monaco, mais il y a de la concurrence avec notamment Steven Zuber ou encore Seferovic. Et à gauche, si Ruben Vargas a longtemps été titulaire, on peut penser qu'il sera remplacé par le joueur à suivre, la potentielle future star de l'équipe. C'est Okafor du RB Salzbourg, et Elias et Football Therapist m'ont conseillé d'en parler. C'est un joueur qui est tout jeune mais qui est très apprécié par Yakin car il sait notamment ressortir les ballons, exploiter les espaces, un profil qui est pas trop existant en Suisse, et donc même s'il est arrivé seulement dans l'équipe en automne 2021, il a déjà fait ses preuves, on peut espérer qu'il soit titulaire. Parmi les remplaçants à suivre, on peut citer Cédric Eaton, Amdouni, qui vient de faire ses débuts, il a été convoqué sans jouer en juin, et il joue au FC Bâle, Fabian Frey, ou encore Omer Agish, mais qui est blessé pour l'instant. Au niveau du style de jeu, il a pas mal évolué dernièrement, puisqu'on est passé de Petkovic, qui avait un jeu beaucoup avec ballon, qui voulait une équipe protagoniste sur le terrain, à Murat Yakin, qui lui veut une équipe beaucoup plus versatile dans l'adaptation, qui est capable d'évoluer d'un côté en bloc bas et de se projeter très vite vers l'avant dans la verticalité, mais qui est aussi capable d'avoir le ballon quand l'équipe adverse le laisse, et qui a des joueurs assez techniques pour l'exploiter, notamment Okafor dans les espaces, ou encore Shaqiri, la star de l'équipe, le joueur le plus technique pour le moment. Au niveau des points d'amélioration de l'équipe d'ici la fin d'année, il y a le fait que pour l'instant il y a peu de possibilités de débordement sur les côtés, il n'y a pas vraiment de tueur devant, peu importe l'attaquant qui est essayé, il y a des occasions qui sont ratées, il y a également une faiblesse sur le latéral gauche avec Rodriguez qui existe depuis assez longtemps, et de ce que m'a dit Elias, c'est une équipe qui souffre pas mal à la perte de balles, qui est moins bonne en pressing que sous Petkovic par exemple. Si on parle du passé récent de la Suisse, il est plutôt glorieux, puisqu'il y avait une grosse pression sur cette génération suisse qui est considérée comme une des meilleures de son histoire, et qui a finalement passé cette barrière des huitièmes de finale lors de l'Euro 2021, et pas contre n'importe qui, puisqu'ils ont battu la France qui était championne du monde. Ils ont brisé un petit peu cette barrière mentale qui leur fait défaut, notamment en Coupe du Monde, où ils ont souvent perdu en huitièmes de finale, et donc ça a été une euphorie incroyable dans les rues suisses. Énormément de gens sont sortis dans les rues, même si le parcours s'est arrêté ensuite en quart de finale, il y a une euphorie et un amour pour la sélection suisse qui s'est créée et qui a été prolongée ensuite, puisque la Suisse s'est qualifiée directement pour la Coupe du Monde en sortant d'un groupe notamment où il y avait l'Italie. Alors par contre, il y a une petite alerte en juin, puisque ça s'est pas très bien passé. Il y a eu notamment 3 défaites contre la République tchèque, une défaite lourde contre le Portugal et contre l'Espagne. Et même s'il y a eu une dernière victoire contre le Portugal, c'est un bilan qui est pas forcément très satisfaisant pour la Suisse. Alors faut tempérer ça, on était en fin de saison. Voilà, ça restait des matchs de Ligue des Nations, mais c'est une petite alerte qu'il faudra surveiller d'ici la fin d'année. Justement, quel est mon pronostic pour la Suisse en fin d'année en Coupe du Monde? Comme disait Football Therapist, ils sont tombés sur un groupe vraiment pas facile avec le Brésil, la Serbie et le Cameroun. Il y a un aspect politique avec la Serbie, il y a un groupe qui ressemble à celui de 2018 puisqu'il y avait également la Serbie et le Brésil, et le Cameroun, c'est une équipe qui sera très difficile à bouger. Si le Brésil semble favori pour finir premier de cette poule, pour la deuxième place, c'est assez ouvert tant les 3 équipes ont un bon niveau, mais la Suisse semble être un petit peu mieux armée et donc je vois la Suisse sortir de cette poule en deuxième place, et par contre s'arrêter ensuite en huitième de finale parce que ils vont sûrement tomber sur un très gros adversaire et ils risquent de montrer leurs limites, mais on sait jamais, peut-être que cette fois-ci la fameuse barrière des huitièmes de finale sera passée. Voilà, moi je vois éventuellement la Suisse aller un cran plus loin jusqu'en quart de finale, mais je pense qu'un parcours qui s'arrête en huitième de finale sera déjà un parcours honorable.
Et donc c'est sur ces quelques mots qu'on va terminer cette vidéo sur la Suisse. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore merci à Football Therapist et Elias Bailiff de m'avoir aidé à la rédiger. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, évidemment à vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Une question assez logiquement, quel parcours pour la Suisse d'après vous? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.